notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Handsome GF de retour à l'animation cette semaine avec mon ami Mr. Fun International, Top of the World, the original vintage depuis 1958, Marc Blondin. Je suis capable que le monde m'appelle juste Monsieur Fun ou juste Marc. Je suis habitué, là, à cette heure. Je vais faire changer mon nom sur mon baptistère. Ouais, légalement. Ça va être dommage que tu n'as pas fait ça quand tu t'es marié. Il aurait pu dire à l'avant, est-ce que Monsieur Fun International, Top of the World, the original, 1958, Marc Blondin, accepter de prendre pour épouse? Là, on aurait réveillé Jazz. Ben oui. On la salue, Jazz, qui est sûrement à l'écoute. Écoute, l'épisode 58, qui est l'année de ma naissance. Oh, 1958. Ben oui. Et des beaux liens, ça. cette semaine, Handsome, j'ai réussi, et j'en ai parlé la semaine passée, j'ai réussi à rejoindre deux pionniers. On les a appelés comme ça. Des gars qui ont entre autres, dans le cas de Régent Desaulniers, était beaucoup actif à Sorel et aussi, après ça, à Shawinigan. Une école de lutte. Écoute, lutteur, son Facebook, promoteur, demandez Régent Desaulniers comme ami. Il met des photos sans arrêt. Il en met une dizaine par jour. Je ne sais pas combien il y en a de photos, là, mais c'est débile. Des jeunes qui il a travaillé, qui aujourd'hui ne sont sans doute plus jeune. Et l'autre, c'est le fermier, Louis-Laurence. Comment c'est arrivé qu'il se fait appeler le fermier? Puis vous allez entendre des histoires. Lui, il n'a pas une langue de bois. Ça va être fort intéressant. Oui. Entre autres, il nous parle de Pat Patterson, là. C'est le fun. OK, parfait. Donc, on va tout de suite à la pause parce que je sais que tes entrevues sont fort intéressantes. Donc, après la pause, on débute avec la première entrevue. Avec Louis-Laurence, le fermier. Hi-ha! Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Louis-Laurence, un gars qui a commencé à lutter en 1973. Louis, merci d'être avec nous comme invité sur le CIM, le Soyez-y, mesdames, messieurs. Je suis bien content de pouvoir te parler. On s'est rencontrés à quelques reprises, là. Est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vus? Moi, je m'en souviens. Moi, il me semble, la dernière fois que je t'ai vu, c'est quand on avait été au spectacle dans un théâtre de PCO, là. Exactement. On marchait ensemble dehors. Ouais. Je t'avais comme parlé de projets que je voyais dans ma tête indirectement, la lutte au Mexique, ça fait longtemps. On va parler de tout ça par pause, je ne me souviens pas de tout exact. Puis je me souviens aussi de t'avoir vu dans mes débuts. Il me semble que je te voyais dans au forum puis tout ça, mais on reviendra à ça. Louis, tu as commencé à lutter en 1973, selon ce que j'ai trouvé, et on se le disait avant d'enregistrer. Il y a souvent des choses qui sont dites qu'on n'est plus sûr si c'est vrai ou pas. Est-ce que moi, j'avais 15 ans en 73. On est à peu près de la même génération. Tu es peut-être quelques années plus vieux que moi. Tu as vraiment commencé à lutter à cette année-là?
Oui, mais moi, pas rien de caché, je suis né en 54. Donc, aujourd'hui, j'ai 67 ans. C'est ça. Moi, j'ai 63. Fait qu'on est proche. Puis, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis, j'ai commencé au Loisir Saint-Jean-Baptiste, mais théoriquement, on ne compte pas ça comme professionnel parce que tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Ils viennent te chercher comme punching bang au Loisir à cette époque-là, quand il y avait besoin. Mais je suis un des seuls qui ne venait pas chercher parce que j'étais un petit peu indépendant. Tu sais, je ne pensais pas de faire carrière. Je ne pensais jamais de faire carrière dans la lutte. Puis, une chose de circonstance. Là, tu sais, moi, mon début, là, ça a l'air drôle. C'est pas la lutte. Ils ne sont pas venus me voir à la lutte. C'est un de mes amis qui m'a emmené au Boucan. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un club qui avait sur le coin de Saint-Denis et Crémazie. Okay. Puis, je luttais au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Mais j'avais un de mes amis qui se tenait là, puis il dit Hey, Bob de la Serra, puis Johnny Warrigal, on les voit du soir. On s'est rendu là, on les a vus. C'est de là qu'en jasant avec eux, il était arrivé de sortes d'affaires dans le club. Mais Warrigal, il y avait des ententes avec un nommé Matt, pas Matt, le promoteur du Vermont, là, dans ce temps-là, je me souviens plus de son nom. Là. Aux États. Je l'ai, mais là, c'est son garçon qui est Aaron Blow. Oh, tu l'as trouvé. Oui. Mémoire est lente, là, mais c'est ça. Aaron Blow, puis lui, il faisait de la lutte au Vermont, puis ici, c'était dans le creux. Tu sais, au Québec, la lutte a toujours eu des vagues, haut puis bas, haut puis bas. Pas juste au Québec en passant. Oui, mais c'est parce que moi, je me fie. Je suis plus au courant de ce qui se passe au Québec que, comme là, à l'heure actuelle, je suis au courant parce que je t'écoute ou malgré que je n'écoute pas tout le monde, là, parce que je suis pas mal déconnecté de la lutte parce que je n'ai pas du intérêt. C'est l'âge. Le produit, comme on dirait, c'est pas comme dans mon temps. Fait que je ne veux pas m'ostiner parce que autant le hockey que le football, que tous les sports, c'est plus comme dans mon temps. T'sais. Là, tu me disais que tu vis sur une ferme et étrangement, ton nom de lutteur était le fermier. Oui, mais ça a été donné par Édouard Carpentier. OK. Parce qu'on était à Trois-Rivières, puis moi, ma belle famille demeure à Louisville. Ils ont une ferme là-bas, des vaches, tout le kit. Puis à tous les fois, je faisais un galop de lutte. Quand j'étais capable, j'allais coucher là. Surtout le galop de lutte à Trois-Rivières, parce que c'est à peu près 20 km, demi-heure de Trois-Rivières. Puis j'avais dans l'idée qu'un spectacle de lutte était à 8 heures, mais pendant qu'on était à faire le train avec l'oncle à ma femme, j'entends hey, bonne soirée de lutte, la lutte sera. Puis là, ils disent à 2 heures l'après-midi, c'est tabarnouche, il faut que je me chante. Moi, j'avais dans l'idée que c'était. Parce que à l'époque, quand on allait chercher nos bookings, là, il n'y avait pas l'électronique comme aujourd'hui. C'était tout écrit à la mine dans les livres. Puis, un gars ne voulait pas venir ou il prenait un efface, il effaçait ça. C'était, dans ce temps-là, je pense, Frank Valois. Il y a eu aussi Gino Brito qui s'occupait du booking. Puis eux autres, ça a tout écrit à la mine. C'est pour ça que des fois, là, les cartes étaient faites, puis c'était pas les mêmes lutteurs aux affaires-là. C'est parce que, pour mille une raison, ils vendaient un show à quelque part, ben, ils disaient on va t'envoyer une vedette là-bas. Comme moi dans ces époques-là. Mais pour en revenir à mon histoire, c'est que je me suis dépêché. Puis quand tu fais le train, tu sens le fumier. Même moi, je me suis tout mis beau, mais je sentais le fumier. Puis quand je suis arrivé dans le vestiaire, les gars disent qui c'est qui s'emballe? Puis là, ben, Carpentier était voir l'annonceur maison, puis il dit appelle-les le fermier. Les arbres vers les champs, les bois. C'est là qu'il est parti. Je te fais ça vite. J'étais embarqué sur la reine, puis le fermier. Là, ils ont commencé à m'appeler le fermier Laurence. Puis pourtant, je n'ai pas changé rien dans mon style, aux affaires-là.
c'est là que j'ai commencé à sortir du top parce que j'avais indirectement une gamine. Là, Carpentier me disait il faudrait que tu changes tes sous-vêtements, des choses, parce que j'arrivais toujours là avec dans ce temps-là, des manteaux en paillettes, puis toutes sortes d'affaires. Oui. J'arrive dans Walmart, je ne sais pas quoi. J'achète un vieux manteau de cuir, pas de cuir, de jeans. Il y avait un chapeau de paille, j'enlève tout le bord, c'était tout. Le monde capotait. Puis le monde venait me demander, on peut-tu aller t'aider à faire le train chez vous? Hey, à cette époque-là, je restais dans le deuxième étage. Hey, pour dire comment c'est fort une gimmick, surtout dans ce temps-là. Ben oui, puis il n'y en avait pas de gimmick. Puis Armand Rougeau, il avait fait toutes sortes d'affaires. Je me tenais avec les Rougeaux parce qu'on voyageait, mais Armand, j'étais plus, à mon sens à moi, il était plus friendly dans mon optique à moi que les autres. Ça ne veut pas empêcher de dire que, parce que Raymond, je parle encore, Jacques, oui, en tout cas, c'est un phénomène, ce monsieur. On dit tous la même chose. Non, mais il m'avait invité pour son dernier gala d'adieu. Mais il dit, je t'invite. Fait que là, j'attendais l'heure, il ne m'a jamais appelé, je n'ai jamais eu de billet, je n'ai jamais rien eu, je ne me suis jamais présenté, il ne m'a pas parlé. Mais on reste amis. Tu sais, on ne s'est pas... Pogné. On ne s'est pas pogné, mais je veux dire, on ne s'est pas lancé des fleurs. Dans ta carrière qui a fini, selon ce que j'ai lu, en 1990, ça, c'est quand même plusieurs années après l'entrée de Vince McMahon sur le territoire. Oui, bien, les dernières années, il s'est passé toutes sortes d'affaires dans l'Office de Montréal. Là, puis, ils écrivent que McMahon a été chercher un tel gars ou ça fait. Mais il y a eu des brasses camarades dans l'Office. Parce que moi, j'étais dans l'Office, peut-être pas dirigeant, mais c'est moi qui montais les arènes. Je vendais les programmes, les photos. Fait que j'avais mon bureau, mais tu sais, le bureau... Faut le dire vite. Oui. Puis j'avais mon patron. Puis ils ont changé beaucoup de propriétaires. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Je ne veux pas en parler parce que des fois, ça pourrait être... briser l'histoire. Briser l'histoire que les historiens se comptent, mais j'ai eu toutes sortes de magouilles parce que le géant ferré, il s'est fait sacrer boire à couper dans le cul là-bas. C'est ça qui a fait qu'on a mangé à la claque. Comme Ricky Martel, quand il s'est rendu à la World Wrestling, c'est pas la World Wrestling qui me cherchait, il a vu les magouilles et il s'est en allé là-bas. Mais l'histoire dit que c'est différent. Parce que je l'ai vu au lancement de le livre de McDuck. Puis Ricky Martel m'a tapé sur l'épaule et dit tu avais du gars. Parce que moi, il était actionnaire, il est venu me voir, il m'a demandé des choses. Fait que, j'ai dit là, je suis mal placé. J'ai dit les autres vont être faux. J'ai été voir un des autres actionnaires, il m'a dit non, c'est un boss, ouvre ton livre. J'ai ouvert mon livre. C'est là qu'il a décidé de s'en aller. Oui. Ben, je te compte ça vite. Il est arrivé d'autres magouilles. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Mais dans le fond, tu faisais...
quand tu dis, pour les plus jeunes qui nous écoutent, quand on parle de l'office, dans ce temps-là, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les bureaux administratifs. Oui, oui, mais. On appelait ça l'office. Il était au Paul Sauvé, au 2e étage. Là. Ouais. Il y avait des locales. Puis il y avait, à ma connaissance, il y avait 2 locales. Puis quand tu ouvrais les portes, il y avait une grosse salle de bingo. Tu sais, comme un 2e étage, le bingo pour le sauver. Puis souvent, c'est là qu'ils faisaient le voice-over. Tu sais, ils tapaient dans les arénas. Puis il y avait parce que ça n'a pas toujours été fait au canal de 7, là, à Sherbrooke. Il y a un bout de temps, ils faisaient ça dans les arénas. Je ne sais pas quelle idée qu'il y avait. On arrivait. Mais quand la lutte était hot, c'était vraiment hot, là, on allait partout. Mais c'est là qu'ils ont commencé à aller dans les arénas. Écoute, ils faisaient des shows dans des arénas. Il y avait 18, 20, 30 matchs de lutte. On les capotait. Mais c'est comment ça coûtait dans ce temps-là? 3-4 piastres pour aller à la lutte. Puis même quand ils faisaient la télévision, le monde payait pour aller voir la télévision. C'est assez fort. Incroyable, hein? Ben moi, dans les premières années, j'ai lutté, puis après ça, mais il est arrivé toujours la même chose dans l'office. Un brouhaha, puis c'était Jerry Patel qui faisait les arènes. Après ça, ils ont acheté des arènes de Toronto, 2 arènes, avec des trailers, tout ça. Là, il avait pris un des Patel, beau-frère ou je ne sais pas quoi, pour monter les arènes. Puis, pour mille une raison, il trouvait qu'il était. Parce que les autres payent tout le gaz, ils trouvaient que les dépenses étaient trop hautes. Trop hautes. Une journée, ils sont arrivés à moi, puis ils m'ont dit Louis, puis ça, c'est un de l'office. Il est encore vivant, je parle encore aujourd'hui. Je ne te dirai pas son nom, mais juste te dire que tu vas t'en rappeler, il a 72 ans aujourd'hui. C'est un mot du bon gars. Mais, si tu veux, c'est le seul qui est resté debout à Montréal. Les autres sont tous dispersés. Peut-être à cause de son âge, je ne sais pas. Mais lui, il est venu me voir. Il m'a dit hey, oui, on a fait des arrangements. Puis même, il y a des. Je pourrais te dire que je dois faire un fier chandelle parce que c'est le seul qu'il me promettait quelque chose. Puis quand les autres étaient cheap ou coupaient, lui, il y a dans sa poche personnelle. Ah, ouais. Je pense que je sais de qui tu parles. Dans ce temps-là, tu ne luttais plus, là, à ce moment-là? Ben, je luttais encore parce que j'ai monté l'arène. Puis quand il manquait un lutteur, il me demandait à moi puis, où arbitrer. Je n'aimais pas bien ça parce que c'était trop. Quand tu luttais ou quelque chose, hey, je venais de passer la journée, monter l'arène, ouais. Tu vends tes programmes. Il faut que tu laisses tout là, que tu ailles t'habiller. Même des fois, dans des villes, parce que c'est là qu'est devenu le spoiler. Parce que je m'habillais parce que ça allait fou. Tu dis bonjour, messieurs. Tu t'en vas sur l'arène. Hey, mon tabarnak, tu comprends? Ouais. J'avais toute l'habit de spoiler. Juste. Mais c'est quoi un habit de spoiler? J'ai vu ça que c'était un de tes noms. Mais c'est quoi un habit de spoiler? J'étais tout habillé en jaune-orange. Puis j'avais un masque avec. Puis tu pouvais pas voir mes yeux, c'était comme du grillage, la bouche. Mais quand je m'habillais, là, parce qu'il me disait tel jour, tu vas être obligé de lutter. Puis je choisissais parce que moi, j'avais un pourcentage sur toutes les ventes. Hein. OK. Que c'était payant, ça, c'était de l'argent under table. Puis il me disait, à soir, à Sudbury, il va manquer un gars pour mille et une raisons. Un s'est blessé, tu vas lutter. Ben, là, je disais, je vais lutter le 3e match. Parce que j'avais le temps d'ouvrir le gala, ramasser le gros de mon capital, ouais. Fermer ma boutique. Des fois, je laissais ça à des gens que j'avais de confiance. Fait que là, je luttais, là, puis je m'habillais. Puis là, j'étais habillé de même, mais en dessous, j'avais tout mon sou. Qu'est-ce qui me restait, c'est. J'avais même mes bottes de lutte dans les pieds. Oh boy! Incroyable!
je mettais des caoutchoucs. Là, tu sais, puis, je vais te conter une chose qui m'est arrivée à Sudbury. Je luttais en spoiler. Puis il y avait une femme, elle venait à jaser avec moi, puis elle me contait que sa fille était à Toronto. Là, j'embarque, puis je luttais, puis j'avais de la misère à aller chercher mon monde. Cette madame-là était assise ringside, tu sais, c'est une cliente de One. Fait que là, elle se lève, elle me regarde, je la regarde, puis là, je m'approche d'elle, puis je dis, hey, puis là, je ne peux pas te dire parce que c'est pas beau à la télévision. Je l'envoie un hey, you son up, et tatati, tatata. J'ai, avec ta fille qui vient de Toronto, là, puis je lui ai fait ça dans toutes les. Là, oh boy! Elle était toute poignée. Là, elle s'est élevée, puis elle dit, toi, puis là, elle voulait m'en sacrer une. Fait que j'ai fait mon match, mais j'ai eu plus de travail avec cette fille-là que le monde me trouvait écœurant. Ben, le supporter qui s'en prend à une spectatrice, mais eux autres, dans leur idée, ils n'ont jamais vu que je l'avais insulté, j'avais parlé de sa vie. Puis en plus, cette madame-là, pas longtemps après, elle vient me voir. Elle venait de me prendre ma douche, puis tout ça. Puis quand tu vois ce que tu vois, hein, elle est venue m'insulter. Elle dit, c'est qui ça, le supporter? Elle dit, c'est effrayant. Il était je vais essayer d'aller voir dans le vestiaire. Puis, mais c'est rien que te montrer qu'à cette époque-là, c'est pas que le monde aimait croire à ça. Ouais. Il était limité. Ça, c'est une des anecdotes qui était. C'est bon. Louis, tes autres noms, les autres noms, c'était des noms anglophones. Oui, mais si tu vas sur Internet, sur YouTube, là, tu marques Eddie Carson. Oui, j'ai vu ça. Eddie Carson, c'est parce que quand j'allais lutter pour la World Wrestling, moi, puis ça, c'était avant les jours, avant toute cette gang-là, j'avais pas de papier. Les fameux papiers. On m'avait donné ce nom-là. Pourquoi? Ben oui, mais le green card, toutes ces affaires-là. J'allais lutter là-bas. On me payait mon transport, ces affaires-là. Puis j'ai eu une coupe de matchs à la télévision pour la World Wrestling sur YouTube. C'est pour ça que je te dis ça. Il m'appelait Eddie Carson from Salt Lake City. Fait que, tu sais, s'il y avait quelqu'un qui voulait me pogner, Salt Lake City, c'était un Canadien, ça. Puis ça, c'est Pat Patterson avec ce nom-là. Hey, c'est incroyable. Pat Patterson, autant qu'il a aidé des gars, autant qu'il était indifférent. Moi, il savait que j'étais un bon lutteur, mais il avait déjà voulu m'emmener à San Francisco. Ça, je te parle de longtemps. Pat Gérard, à Montréal, m'avait dit, Mandy, si... Là, je ne sais pas si tu vas passer ça, mais Mandy, s'il veut t'avoir comme talent lutteur ou autre chose. Puis, je n'ai jamais demandé, mais j'ai dit, je ne peux pas y aller. Parce que j'ai tout compris la gamine. Parce que Pat Patterson, ça fait longtemps que je le connais. Je l'ai même connu avant la lutte parce que j'ai un des cousins à mon père qui s'appelle Lionel Gilou. Tu connais Lionel Gilou? Oui, là, tu me le dis. Puis quand je restais sur la rue Bercy à Montréal, Beaver il était venu avec un de ses chums, c'était Pat Patterson. Puis une couple d'années après, quand j'ai été à, tu vas dire, je suis chaud du corps qu'à l'âme, mais c'est toute la même chose. Peut-être que tu ne passeras jamais ça. Là, mais, j'ai été à Halifax, puis une madame m'a dit, hey, you're Louis from Montreal. Oui. Are you friend of Little Beaver? C'est le cousin de la famille. Ah, parce qu'il est venu ici avec son neveu. Mais le Little Beaver, en tout cas. C'est ça qui me nuit parce que j'avais toujours dit non assez vraiment. En tout cas, c'est une autre histoire. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés.
Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben oui, écoute, c'est autre temps, autre mœurs, hein? Puis ça, on ne peut pas écrire ça dans l'histoire de la lutte. Mais c'est pour ça que des fois, quand les historiens me parlent, je dis, c'est pas la même chose. Puis il y a des choses que je ne peux pas dire exactement, parce que des choses de poursuite, là, c'est pour ça que Pat Laprade m'avait demandé de parler de Vampiro. Puis j'ai dit oui, mais je ne peux pas parler de Vampiro. Parce que si je fais des choses que lui ne veut pas que je dise, je peux être poursuivi. Tandis que si tu me demandes des choses personnelles, je suis capable de te compter, c'est moi qui les ai vécues, je peux prouver, j'ai des anecdotes. Je ne veux pas trop parler en mal parce que le monde ne veut pas entendre le mal, veut l'entendre. Non, c'est sûr. Ils veulent tout le côté rose. Parce que si tu mentionnes Vampiro, avec qui j'ai travaillé à WCW, puis j'ai fait un Nitro Party, ben, ce qu'on peut lire, c'est que tu lui as énormément aidé. Il a même vécu chez vous pendant quelques mois, même si ton épouse n'était pas d'accord, puis jusqu'à temps qu'il parte pour Los Angeles, tu étais en contact proche avec lui, et puis... c'est ce qu'on peut lire. Donc, c'est le fun d'avoir fait ça. C'est donné au suivant. Oui, puis je m'attendais à rien. Mais il n'est pas le seul que j'ai. Lui, c'est celui que j'ai aidé le plus, on pourrait dire. Ben, plus. Tu sais, comme je disais à j'ai 2 filles. Je dis à mes filles, je dis, viens pas dire que je t'ai aidé plus que l'autre. Je dis, moi, ma job de papa, c'est que tu viens dans le driveway. Si son moteur ne marche pas, je mets une vis à part, j'ai fait son problème. Si toi, je suis obligé de mettre un moteur neuf, c'est plus d'argent, mais je t'ai fait aller. Je ne peux pas dire qu'un, j'ai donné plus que l'autre, j'ai donné ce que le gars avait besoin. Exact. Comme PCO, je l'ai rencontré par l'entremise de ma belle-mère. J'ai donné une adresse. Puis de là, c'est là qu'il s'est fait contact et tout ça. Mais dans mon intention, c'était pas. Je ne savais pas qu'il était pour faire aussi gros qu'il est là. Mais lui, il était barré à Montréal. Parce que le kiffé, ce qu'on appelle il luttait dans les bars, là, tu sais. Puis mon monsieur que je te parlais de tantôt, pour lui, il y a un gars qui lutte dans les bars, que pour mettre ça, il y a Tony Rico qui a cassé sa carrière à cause que lui. Il ne faisait pas assez d'argent à la lutte. Il était faire un autre job, puis c'était dans un bar, pas dire sur la Sainte-Catherine, le 12, je ne sais pas quoi, là, tu sais, un go-go boy, go-go girl, là, je ne sais pas quoi, il était là-dedans. Okay. Ça l'a barré beaucoup. Mais d'un côté, je faisais comprendre à mon monsieur que les gars ne font pas assez d'argent. Moi, je me suis toujours bien débrouillé. Parce que je pouvais aller à l'extérieur. On me donnait une garantie quand je restais ici. Tu sais, j'avais une garantie. C'est là que je te viens de tout à l'heure. Quand ma paye n'était pas assez poche, il vient dans sa poche, puis il donnait la différence. Il prenait de sa poche. Mais toi, tu vivais vraiment de ça, toi? Ah oui. Même, j'ai été deux shots à Calgary, 2 périodes, puis je demandais une garantie. Moi, je ne l'ai pas là. Tu sais, tu descends là-bas. Là. Ah non, c'est sûr. Comme au Mexique, c'est la même chose. J'avais une garantie. J'ai été à Porto Rico, j'avais une garantie. J'ai bien vécu. Je ne te dirais pas que j'étais millionnaire, mais voisin vivait bien. Je veux revenir sur PCO. Je veux avoir ton opinion de sa longévité puis ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, je m'en vais
Je ne sais pas si la portion du podcast qu'on enregistre va être diffusée avant ou après, mais je vais vivre une expérience vraiment unique le 23 avril. Je vais décrire aux abords du ring à Poughkeepsie, New York, l'événement Impact. Je n'ai jamais fait ça de ma carrière. Je vais être assis aux abords du ring avec Handsome GF, on va décrire. Puis PCO est supposé d'être sur le gala, fait que ça va être spécial. Mais toi, t'en penses quoi de PCO à 54 ans? Je pense qu'ils sont encore là. C'est un phénomène, mais à quelque part, ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai pitié de ce gars-là parce que faut que tu viennes un temps, tu dis c'est assez, il faut que je fasse d'autres choses. Mais il y en a bien qui ne sont pas capables de faire d'autres choses. Comme moi, quand j'ai quitté la lutte, j'ai pas eu une bonne job. Là, j'ai un fonds de pension, je fais à la retraite. J'ai été 28 ans pour la commission de transport de Montréal. J'ai vu ça. La lutte me manque beaucoup, mais à quelque part, il faut que. Parce qu'une blessure, il est encore capable. Il marche, tout ça. Je ne sais pas, il ne faut pas qu'il attende qu'il soit en chaise roulante, parce que je peux te donner des exemples comme Dynamite Kid ou cette affaire-là. Il était jeune quand il est arrivé avec cet accident-là, mais lui, les risques de blessure, le talent, à son âge, s'il est capable, tant mieux. Même, ça fait une couple de mois, je l'ai vu courir sur la 133 ici dans la région. Il sortait de chez eux. J'ai jamais été chez eux. À toutes les fois que je l'ai rencontré, c'était dans un restaurant. Il s'entraînait. Il y a un bout de temps, sur la rue, il y avait un gym. C'était son monsieur, là, comment il s'appelle, Leroy, là, Michel Leroy. Là. Destro. Oui. Ça, c'est un autre phénomène. Oui. Lui, Michel Leroy, je l'ai connu parce que ici, je m'occupais des loisirs dans mon petit village. Puis je voulais faire de l'argent pour des activités pour grossir le patrimoine des loisirs. Puis je l'avais appelé puis, pour le tir au poignet. Oui, il était bon. Concours. Puis il y avait un monsieur qui était avec lui. Puis il voulait, il chargeait de temps, puis Roy m'avait dit de côté, il dit, puis toi, tu fais pas ça, il n'y a pas d'argent à faire avec toi, parce que c'est comme la lutte, ils veulent tout avoir, mais ils ne veulent rien te donner. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui. Ils gardent leur affaire, là, tu sais. C'est pour ça que Michel Leroy, je garde une estime parce que j'aurais pu manger une partie d'économie des loisirs. Parce que Abdullah, c'était un gentleman. J'ai voyagé avec. C'est un gars qui avait de la classe. Moi, je n'ai pas eu une bonne impression, mais garde ça. Oui, mais Abdullah, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as connu. Tu l'as connu seulement en tant qu'annonceur? Ben moi, on y a rendu hommage à la TOW, puis ça n'a pas bien marché. Il a fumé le cigare dans sa chambre d'hôtel. Ça, je te parle de ça peut-être en 2013. Ça nous a coûté 200-300$ pour faire nettoyer la chambre, puis il savait qu'il ne pouvait pas, puis j'avais donné de l'argent, puis quand je l'ai présenté, j'avais donné des cadeaux, puis au micro, il m'avait dit « Pas des cadeaux, je veux, c'est de l'argent », puis le deal était fait, il avait eu son argent. Je ne l'avais pas trouvé correct. Ouais, mais à ce moment-là, il était en fauteuil roulant, c'était un autre temps. Ouais, mais quand tu l'as fait venir, tu fais venir par l'entremise de quelqu'un ou tu l'as communiqué directement à lui? C'est moi qui ai communiqué avec lui. Il était à son restaurant, je pense, d'Atlanta. Un restaurant chinois, là. Oui. C'est moi qui ai communiqué avec. J'ai eu le numéro, puis c'est moi qui l'ai appelé. Parce que toutes les années que je l'ai connu, il y avait un gars qui prenait une commission et il me faisait venir ici. Oui, il essayait de je ne me souviens plus de son nom, là, mais il était dans l'entourage, il essayait toujours de rentrer. Là. Ouais. Un genre de chic, là. Non. Ah, pas lui. Ouais, ben ça, c'est le chic, ouais. Ouais. Non, mais pas dire son nom, il a nommé Louis à Coachella. Lui, quand tu passais par lui, il fallait Abdullah. Abdullah, c'était différent. Lui, il négociait pour lui, puis il n'y avait pas de trouble. Mais c'est comme n'importe quoi, il a dit.
Puis, Mais toi, ce que tu as j'ai eu vécu des avec... belles expériences avec lui. C'est ça. Toi, ce que tu as vécu avec lui, avant que je te parle de mon expérience, tu disais que c'est un gentilhomme. Ouais. Puis, j'ai été même dans le temps, j'avais un Thunderbird, tu sais, les gros chars longs là, dans ce temps-là. Tu sais, Les bateaux. Et les bateaux. J'avais été chercher à l'aéroport, puis j'ai été chercher mon épouse. Mais avant d'aller chercher mon épouse, on est arrêté sur Sainte-Catherine. Il y avait faim. On rentre dans un restaurant Smoke Meat. Je ne me souviens pas c'est quel nom, en tout cas. Puis je rentre, puis Abdullah de Butcher avec moi, en tant qu'homme, je me disais, ouh, c'est pas lui qui va te défendre. Tu sais, pas parce qu'il est. Moi, je le trouvais comme une grosse bébête. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails. Puis quand on est arrivé, mais il y avait la psychologie de la lutte. Parce qu'on rentre dans ce bas-là, puis là, le monde a commencé à parler. Puis vu qu'il était haï, parce qu'il allait pas le sauver, il faisait des émeutes et tout ça, il me dit en anglais, il dit, dis pas un mot, laisse-moi travailler. Là, je le regarde, il me parle. Puis là, il se met sur le comptoir, avec ses gros yeux, il se puis il regarde le monde. Le monde a arrêté de le regarder, on commençait à manger. Non, mais il y avait. Sagamic, il y vivait partout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Quand il était avec moi, il a été une couple de. La 3 fois qu'il venait à Montréal, c'est moi qui le transportais parce qu'il y a eu l'incident dans le parc La Vérandrie. Il y a des morts. Il embarquait avec moi. Puis 2-3 fois, il a essayé de me pogner en défaut dans le sens pour conduire. Donc, j'arrivais dans l'aréna avec. Il dit, tu rentres pas là. Là, je dis, toi, tu es un bon lutteur. Je dis, moi, je suis un bon chauffeur. Là, j'étais arrivé avec le trailer, puis tout ça, puis j'ai passé là-dedans. Il dit, je sais pas comment tu fais. Ben, c'est chacun, c'est. Parce que je faisais des 5-6 ans que monter les arènes. Fait que chaque aréna, je savais. Par où passer. Non, pour moi, c'était Jack Lemmon. Mais je regarde des photos. Puis, c'était un autre qui vit de Sagamic. Comme j'ai été invité là, à aller au Vermont, j'espère que la COVID va finir, pour signer les autographes, c'était à la mode. J'avais été là, 4-5 ans, j'étais avec Demolition, un des Demolition, à Plattsburgh. Puis quand ils m'ont dit, viens Louis, on va signer des autographes et tout ça. Puis, une grande photo sur le mur, puis pas des vidéos de toi quand tu luttes, c'est des montures. Mais voyons donc, c'est pas d'argent à faire là. Et tu resterais surpris. Ouais. Puis j'en avais pitié, parce que le gars, il collectait l'argent, le monde dedans, c'était tout du cash. Puis ils prenaient des photos avec leur Kodak ou leur appareil photo. Puis on avait des photos, des photos imprimées. On signait. Je ne pouvais pas croire que le monde pourrait se priver de manger pour acheter ses photos. Hey, parce que tu ne prendrais pas ça, je pense que c'était 25$, tu peux prendre une photo. On est resté surpris. American Bullshit, c'est pas la même chose. Louis, c'est tout le temps qu'on a. C'était un privilège. Je ne pensais pas qu'on ferait si longtemps. Puis c'est parfait, c'est du bonbon. J'aime ça. Tu n'as pas une langue de bois. Je trouve ça le fun. Tu dis ce que tu penses. Puis c'est vraiment intéressant. Vraiment content d'avoir pensé de communiquer avec toi. Au plaisir. Puis gêne-toi pas. Puis si des fois, tu as des investisseurs qui veulent partir de la lutte, j'ai pas besoin de salaire, mais ça me tiendra. Bien, monsieur le retraité, monsieur le fermier, c'est bien noté. Attention à toi, au plaisir. Salut. Bye-bye, Louis. Bye. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Bessieux, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière.
André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos mesdames, messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@gmail.com. Cheers! Tu sais, quand un gars te dit si t'as des investisseurs, je suis prêt à embarquer puis t'es retraité depuis longtemps, c'est quand même quelque chose. Ça prouve comment il aime la lutte. Puis ça prouve aussi qu'il faut que tu fasses tout à un moment donné. Il a monté des arènes, il a vendu de la marchandise, il a lutté, il a remplacé. Écoute, c'était vraiment, c'est un gars que j'ai apprécié à découvrir. J'ai rien coupé de l'entrevue. Il m'a dit, peut-être que tu ne mettras pas ça. Non, je l'ai laissé intégral parce que j'aime ça des gens qui donnent leur opinion. Et on va terminer avec ce deuxième invité. Écoutez, c'est un monsieur, il a 81 ans. Beaucoup de monde au Québec le connaissent. Régent Desaulniers, d'abord, il a été beaucoup impliqué en tant que lutteur et beaucoup pour l'école, beaucoup avec la FCL, qui était sa fédération qu'il a fondée avec nul autre que Eddie Creechman et Richard Charland. Alors, une autre entrevue d'un pionnier de la lutte au Québec, M. Régent Desaulniers. Alors, mesdames, messieurs, mon invité sur le podcast SIM, soyez-y, mesdames, messieurs, Régent Desaulniers, ou devrais-je dire Monsieur Régent, une personnalité de lutte au Québec très respectée, qui a œuvré, entre autres, longtemps dans la région de Sorel et Shawinigan, et on l'a comme invité. Il est à sa retraite, mais toujours très perspicace, et il a accepté notre invitation. Je te dis un beau allô, Régent. Bonjour. Comment ça va, à part le mal de dos? Ça va bien. Parle-moi de ça. Régent, ouais. je voulais, je trouvais ça le fun. J'imagine que toi aussi, ça a été un petit velours sur ta carrière d'être intronisé au Temple de la renommée de la lutte indépendante québécoise. Oui. Ça t'a fait du bien? Ben, disons que je ne m'attendais pas à ça du tout, là. Mais après le nombre d'années que j'ai été dans la lutte, là, je pense bien que c'est bien mérité. Quand tu dis après le nombre d'années que j'étais dans la lutte, c'est combien d'années, ça? Ben, j'ai commencé à 14 ans, dans le cours chez nous. Puis j'ai fait au-dessus de 1800 combats professionnels amateurs. Combien? 1800. Wow! Amateurs professionnels. Puis après ça, je me suis en allé à Sorel, fonder la FCL avec Eddie Creechman. Donc, j'étais à l'aube de mes 81 ans. 81 ans. Ouais. Fait que sous-traiter ça de 14, puis ça va te donner l'idée. Ouais. Ça fait des années, ça. Ça en fait de la lutte. Ouais, j'en mangeais de la lutte, là, dans ce temps-là, avec les gens, avec mes écoles, tout ça, là. C'était jamais ça, m'occuper de ça, puis les jeunes, la discipline, puis tout, j'aimais ça. C'était mon rôle, là, moi, puis j'aimais ce que je faisais. Avant de parler de l'école, puis tous les jeunes et moins jeunes que tu as aidés, je veux parler de ta carrière parce que quand même, le nombre de combats que tu as fait, parle-nous un peu de cette carrière-là de lutteur de Régent Desaulniers. Ben, disons qu'au début, c'était amateur, là. Je luttais avec les gars de ma gang, puis après ça, quand j'ai déménagé à Sorel, c'est avec mon autre gang de Sorel que j'avais entraîné, qu'on luttait ensemble. On luttait partout, les campings, dans les arénas, au Colisée Cardin, tout ça. Puis après, j'ai été enregistré pour la télévision avec la lutte célébrité. Là, t'es rendu à quel âge, là, quand tu enregistres pour la télévision? Je dois être rendu à 25, 26 ans à peu près. Hey boy, ça veut dire que tu as déjà un 10-11 ans en arrière de la cravate, là. Oh oui. Ben, j'ai tout le temps été dans le gym, je m'entraînais, tout ça, puis je me gardais en forme pour sortir. C'est facile pour moi parce que quand j'arrivais dans la lutte, j'avais déjà un physique assez bien, puis disons que
tout le cardio était correct. Tout était beau, là. C'est que j'ai jamais lâché dans ce domaine-là. Puis quand j'ai eu l'opportunité d'accepter de lutter pour la télévision contre Épais à Pointe-Saint-Charles, j'étais en équipe avec Billy River contre la Bottine Taylor, puis Siller White. Après ça, j'avais lutté contre Mad Dog Vachon. Un combat qui n'a pas été trop long, là. Parce qu'avec Mad Dog, puis tu voyages. Oui, hein? Ça a été un marteau-pilon pour un outside ring. Hey boy! Ouais. Fait que dans le fond, tu as lutté avec des personnalités qui sont mémorables dans la lutte québécoise, là. Oui. C'est ça que j'ai fait bien avec d'autres aussi. À Sorel, je me suis entraîné, on s'entraînait ensemble à PCO, Pierre-Carl Ouellette. Il s'entraînait à l'école de lutte à Sorel. Puis il se préparait à la tournée avec son partenaire. Là. Puis, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de monde. Richard Charlin est venu s'entraîner chez nous à Sorel. Puis, Dis le magnifique. Le magnifique, oui. C'est quoi, tu dirais, dans tous ces combats-là, si tu en avais des moments mémorables, 2, 3 moments mémorables, ça serait quoi? Ça serait lesquels? Ben, disons que c'est tout. Le plus mémorable, c'était contre Maurice Vachon. Parce que c'est pas tout le monde qui peut lutter contre lui, là. Ben non. Puis après ça, j'étais en équipe avec Billy River. Puis Jacques Rougeau, pas Jacques Rougeau, le père, puis Antonio Baillargeon, ils ont venu à Sorel, au Colisée Cardin Sorel, puis on avait un gala de lutte, puis j'étais avec eux autres, tu sais. Tu parles souvent de Sorel. Toi, tu es natif de là? Non. Moi, je suis venu au monde à Shawinigan. OK. Puis j'ai été travailler. Quand je suis parti de Shawinigan, j'ai été travailler à Saint-Jérôme, à l'Institut Chambord. C'est une école spéciale, là. Puis j'ai en éducation physique. Puis après ça, au bout de 2 ans, je suis revenu à Shawinigan. Puis j'avais eu... c'est dans la période que j'avais été contre Mad Dog Vachon. Puis je m'étais blessé à la tête, là. Puis je ne pouvais plus continuer là-bas. Donc, je suis revenu à Shawinigan. Puis suite à ça, j'ai eu un appel pour de Sorel, pour une usine de aciérie qui ouvrait, les aciers Atlas. Puis je me suis rendu là-bas, puis ils m'ont appelé pour aller travailler là-bas, puis je me suis présenté, puis j'ai été 33 ans à Sorel. T'es arrivé à quel âge à peu près à Sorel? Trentaine d'années? Trentaine d'années à peu près, oui. Et là, ta carrière de lutteur est terminée à cause de cette blessure-là? Non, j'ai continué, ça n'a pas été... C'était juste une petite blessure, là, tu sais, là. OK. Mais tu sais, des petites blessures, des fois, tu ne sais pas quand est-ce que ça finit, hein. Non, mais... Quand ça commence, mais... Le lien entre le lutteur Régent Desaulniers et le gars qui formait avec son école de lutte, est-ce que les deux ont eu lieu en même temps pendant un certain nombre d'années? Ça a toujours été. Ben, pas dans les dernières années, là. Tu ne luttais pas encore. Quand j'étais à Sorel, j'entraînais, j'avais mon école à Sorel. Puis quand j'avais une école à Shawinigan avant de partir pour Sorel. Puis quand je suis parti pour Sorel, j'ai fondé une école à Sorel. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler avec les lutteurs de Sorel. J'ai jamais lâché l'école, en fait, là. Mais tu as lâché la lutte à un moment donné de combat, de lutteur. Quand est-ce que j'ai arrêté de lutter? Je sais pas, mais c'est toi qui vas me le dire. Ouais. Ben, je peux pas te le dire non plus parce que je faisais toujours des choses de retraite puis je revenais tout le temps. Hey, t'étais comme Dominique Michel? Comme Dominique Michel. Ça va bien ton affaire. Mais elle, Dodo, elle prenait plein de retraites puis elle recommençait tout le temps. C'est pour ça que je te dis ça. Non, mais tu sais, quand même, j'ai tout le temps eu des périodes. J'ai eu des enfants, moi, là puis je m'en occupe un peu, tu sais. Puis la famille, tu l'as fondée à Sorel ou à Shawinigan? À Sorel. Oui. Puis peut-être débuté à Shawinigan, mais elle était fondée à Sorel. Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as envoyé sur ton Facebook et puis tu m'as dit, va voir les photos, puis à un moment donné, là, il y en a. Je vous invite à aller voir le Facebook de Régent et vous allez voir, il y a tellement de souvenirs, c'est malade. Mais pour toi, l'école, t'en parles avec passion, c'est quelque chose que tu tenais fort à faire, ça. T'aimais ça? Oui, j'aimais ça parce que je me disais, je m'occupe des jeunes. Tu sais, les jeunes, des fois,
s'entraîner, lui, c'est pas quoi de le faire. Là, il venait à l'école, il venait s'entraîner, puis il était sous la surveillance un peu. Je lui disais, ben, là, tu travailles ici, là, faut que tu te mettes en forme, fais de la lutte. Faut pas que tu fasses de la lutte, te mettre en forme, là. Ça te prend du cardio, là, tu sais. Puis j'ai brossé un peu de même, là, puis il aimait ça. Fait que quand je voyais qu'il aimait ça, ben, on continuait ensemble. Tu vois que le jeune n'était pas discipliné, puis il allait juste pour le fun, mais il s'en allait, il restait pas. Puis les filles, c'était la même affaire. J'ai entraîné plusieurs filles à la lutte aussi, là. Autant à Sorel que... Pas Sorel n'est pas entraîné, mais à Shawinigan. Fait que... Puis ça a toujours été comme un passe-temps ou un gagne-pain pour toi? Un passe-temps. Une passion pour un passe-temps. J'étais promoteur, j'étais chronométreur, j'étais annonceur. Des fois, je faisais ça. Wow. Au début. T'as vraiment je faisais tout 3 fait. jobs. Ben, on a commencé dans le cours chez nous, là. Puis le ring dans le cours chez nous, à notre âge, là, on avait 14 ans, 15 ans, là. Mais c'était un tapis à terre sur la glaise, là. Puis il n'y a pas de spring là, là. Non, il y a des chaos. C'était ça. C'est quand tu tombais, c'était rough. J'imagine. Puis dans il y a une affaire... Oui, vas-y. Oui. Il y avait une affaire aussi, un vendredi, le magasin à côté de chez moi, c'était le propriétaire de ça, il travaillait pour la télévision, pour Radio-Canada, puis il avait filmé le gars-là un vendredi, pas tout au complet, puis il l'avait passé à la télévision, à Radio-Canada. Wow. Puis là, les polices ont fait le trafic dans la rue, il y en avait chez nous, il y avait ce monde pour empêcher le monde d'aller trop loin, tu sais. Parce que le fait de passer à la télé dans ce temps-là, c'était wow. Ah oui. Le gars, c'était des marteaux qui avait ça, là. En tout cas, aujourd'hui, il est décédé, là, mais c'est lui qui avait fait ça. Là. Moi, il m'a averti, ça va passer à la télévision. Je ne connaissais pas ça bien. Un vendredi soir, d'un coup, je vois ça à la télévision, tu sais. Wow. Mais c'était le fun, tu sais. Ils nous avaient suivis, on montait le ring, puis on préparait les affaires pour le... Fait que le soir, mais tout le monde était là, puis la rue était pleine. Oui, j'imagine. Puis à l'école, tes élèves que tu as le plus cru en eux autres ou qui se sont le plus donnés, ça serait qui? Ben, je vais te dire une chose. Tous ceux que j'ai entraînés, il y avait du potentiel, tout ça, mais il y en a qui, vers la fin, ils étaient nonchalants, tu sais, ils prenaient pas ça au sérieux, l'entraînement, tout ça, puis... Ben, je peux te dire que des lutteurs qui ont progressé pas mal étaient les frères Renault, là. Ben oui. Puis aussi, à Shawinigan, il y a eu des gars tourés, Maxime Lemire, l'homme fort. L'homme fort de Touré. Puis il y en a eu plusieurs. Il y a eu Nino Mancuso, Francesco Mancuso. Ça a des équipes, ça, là, tu sais, là. Puis il y avait du potentiel, là. Mais toi, j'imagine, quand tu voyais que les gars, ils donnaient plus leur 100 tu ne devais pas les garder longtemps, là. Ben, ils s'en allaient par eux autres même parce que je les bouquais pas. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est... parce que moi, je disais aux jeunes, les blessures, ça vient vite, ça, là. Si c'est pas en forme, là, puis tu te blesses, là, tu sais pourquoi, là. Puis il y en a qui revenaient, puis les blessures n'étaient pas guéries. Là. Non, t'embarques pas dans le ring. Ah, oui. Puis, en tout cas, c'est... je n'avais pas le choix, là. On entraîne une certaine quantité de lutteurs, puis et c'est comme je regarde sur une photo, là, je voyais ça, là. Il y a eu beaucoup de lutteurs de l'extérieur qui venaient s'entraîner chez nous. Il y a des fois que j'étais quasiment le seul qui avait une école de lutte, là, au Québec, dans ce temps-là. Là. Fait que ça, c'est un autre petit velours pour toi que le monde parte puis de d'autres secteurs puis qu'ils aillent s'entraîner chez vous. C'est le fun. Ah oui, mais écoute, moi, n'importe qui peut venir s'entraîner, puis il n'y a pas de problème. Là. Ça lui coûtait rien pour s'entraîner, là, tu sais. En plus. Je pense que c'est pas comme dans les écoles, il fallait qu'ils payent pour s'entraîner. Là. Ouais. Tes plus beaux souvenirs dans le monde de la lutte de ta carrière, Jean? Pardon? Tes plus beaux souvenirs? Oh, est-ce que c'est plus dans ta carrière de lutteur, dans ta carrière de promoteur, dans ta carrière de l'école? Ben, moi, d'après moi, là, c'était dans ma carrière de l'école. Parce que moi, les souvenirs, les trophées, puis ci, puis ça, là, j'aimais ça, là, parce que de toute façon, j'ai eu une fois, j'ai gagné le trophée, là, mais je m'arrangeais pour pas que gagner trop souvent. Ah ouais. Et Régent Desaulniers, comment il voit la lutte aujourd'hui? Ouf! J'ai bien de la misère avec ça aujourd'hui. Là. OK. Vas-y. Parce que c'est pas comme dans notre temps. Puis aujourd'hui,
jouer des choses que j'aime pas, qu'il y a des gens qui discutent la lutte, c'est ci, c'est ça, puis moi, je lui dis, écoute bien, là, les gars, ils luttent, puis ils ne sont pas entraînés des fois. Ouais. Il y a des dangers de blessures. C'est Quand ça. tu vois des jeunes là, qui ont peut-être 17-18 ans, là, puis ils mettent contre un gars de 300 livres, là, puis il y a quelque de jeunes, là. Ça, j'aime moins ça, tu sais. Parce que moi, je disais, si je serais le père du jeune, moi, il sortirait du ring, tu sais. C'est qu'il y a danger de blessure, puis tout, tu sais. C'est des fois, le booking, il faut faire attention, tu sais. Moi, je disais aux jeunes qui s'entraînaient 14 ans, 15 ans, je disais, là, j'appelle chez tes parents pour savoir, c'est une maladie qui pourrait tenir à la lutte, c'est quoi de dangereux, parce qu'on peut pas, ils nous disent pas, eux autres, Mais non, ils veulent lutter, point. Oui, c'est ça. C'est que là, t'as une protection, que faut là, je m'assure de ça, puis point de vue de sécurité, mais quand il y en a que les parents s'informent, puis ma fille, elle va-tu bien à l'entraînement? Puis là, ça fait 2 semaines, je l'ai pas vue. Ah oui? Je suppose qu'elle est ailleurs, parce qu'elle a défaite qu'elle est à la lutte. Oh boy! C'est que là, il faut faire attention avec ça. Ah, il y a eu toutes des petites affaires de même, mais c'était pas gros quand même, tu sais. Puis là, tu me disais tantôt, aujourd'hui, tu as 81. Oui. Bien, je vais l'avoir le 20 avril. Et puis, tu as pas mal arrêté ça depuis combien d'années? Ça fait pas longtemps, là. Ben moi, j'ai arrêté le dernier gala en 2015. Tabarouette, t'es récent. C'est Nino Mancuso qui a pris ça en main. Parce que moi, en 2015, je pouvais plus, là. Est-ce que tu t'impliques encore un petit peu? Pas tellement. Non? Non, parce que je vais faire un tour au gala, puis je fais un petit bout, puis après, je m'en viens. OK. Disons que je me suis impliqué samedi passé, parce que j'avais la présentation du trophée qui porte mon nom, Légende de Zonier. Puis, il y avait un gérant dans le ring qui commençait à vouloir m'écœurer un peu. C'est quand il a descendu en bas, ben, j'ai payé la traite. Puis les couches à terre, c'est que ça a réglé le problème. Mais ça, problème résolu. Ah oui, mais tu sais, quand ça prend toi, là, ça te niaise, c'est pas long. C'est sûr. Est-ce que c'est, Régent, est-ce que tu suis un peu la lutte à la télé ou plus du tout? Ben, quand j'en vois à l'occasion, mais je suis pas tellement la lutte à la télé. Non, hein? Non, j'aime mieux aller la voir, mais tu sais, on dirait que il y a un temps là, que quand t'es plus dans le même bague qu'avant, tu sais, je suis moins passionné là, qu'avant, là, tu sais. Ouais. Avant, là, je savais ce que je faisais avec mes hommes, tout ça. Je savais ce que je pouvais faire. Mais là, aujourd'hui, je vois des affaires, là. Quand tu es un lutteur ou une lutteuse quasiment de 300 livres, tu sais, contre une petite mail, là, non, je suis pas capable. C'est du bombage, puis c'est puis ça, puis... Mais tu as été passionné pendant 67 ans. Fait que c'est quand même quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu veux? J'avais des... On faisait des tournées, là. On allait partout, là, tu sais. Les choses, les festivals, puis on allait à Jonquière, on allait partout là, au Québec. Fait que, même j'étais longtemps en tournée avec Eric Richmond. On était associés, puis il trouvait des places pour bouquer, puis on allait là, puis on luttait contre les gars de la place des fois. Puis, écoute, Régent, c'est à peu près le temps qu'on a. C'était, je veux te féliciter pour tes 67 ans de carrière, l'implication que tu as eue dans la lutte québécoise. L'école t'en parle avec passion, ce que tu as fait. Je suis certain que tous les lutteurs qui sont allés à ton école doivent te dire merci quand ils te voient. Bravo pour avoir été nommé sur ce temple de la renommée-là. Bravo pour tout et merci pour ta générosité. Parce que je sais qu'au moment où on fait cette entrevue-là, le dos est mal en point, puis tu n'as quand même pas voulu qu'on remette ça. Fait que je te dis un gros merci, puis j'espère pouvoir te croiser un de ces jours. Je devrais aller à la FCL à un moment donné avec mon livre, mais c'est allé là pour dédicacer des livres. Fait qu'on va peut-être se croiser là bientôt. Ben, ça me fait plaisir, mais que tu descendes, dis-moi les d'avance, parce que moi, je ne vais pas tout le temps au gala. Là. C'est sûr, je te tiens au courant. Merci beaucoup, Régent, puis bonne fin de journée. OK, ça, merci, là. C'est bien. Salut. Bye-bye. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel.
mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. J'ai coupé ça court. Hey, c'est bon. Non, mais c'est parce que, il avait très, très mal dans le dos. Il n'était pas à bouger. Et ça étirait. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, là, je vais slacker un peu. Là. Ouais, j'avoue que parler au téléphone avec un mal de dos, ça doit pas être facile. Hey, boy! Non, mais il ne pouvait pas bouger. Non, rien. non, je comprends. Écoute, il y a 81. Ben oui. Fait que non, il était... Généreux, les deux. Oui, Ça a été... surpris, mais il n'a pas parlé de toi. Là, mais, Écoute, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'on faisait le podcast ensemble, mais... le podcast fait partie du pourcentage qu'il faut éduquer. Oui, exactement. Hey, la semaine prochaine, on va donner les détails de ce qu'on a vécu à New York, mon handsome. Oui, pendant l'événement Rébellion qui avait lieu la semaine passée. Vous allez capoter d'entendre ce qu'on a vécu, qui on a vu, comment ça se passe en arrière-scène, comment on a vécu ça autour de l'arène. J'en dis pas plus, mais la semaine prochaine, ne manquez pas ça. Alors, ça sera l'épisode numéro 59. La semaine prochaine, Rébellion derrière le rideau. Sur ce, soyez-y, mesdames, messieurs.